Les êtres humains se racontent des histoires. C'est ça qu'on fait. Alors, quand on veut vraiment comprendre les êtres humains, soit individuellement, soit collectivement, une excellente stratégie, puis une qu'on doit prioriser, à mon avis, c'est regarder c'est quoi les histoires qui se racontent. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? On est à Pourquoi c'est bon? Et c'est une émission, un truc sur YouTube, un podcast, si vous voulez, animé par moi-même, votre humble serviteur, Christian Maltais, poète, compositeur, rockstar, etc. Et c'est une émission où j'écoute tous les films de science-fiction de tous les temps, ou c'est-à-dire plus précisément de 1895 à 1990. Quand j'étais petit, j'ai formé le projet de tous les regarder, et à un moment donné, j'ai décidé que j'allais le faire, et après mûre réflexion, j'ai élaboré une méthodologie, si vous voulez, là, pour arriver à accomplir cet ambitieux projet. Et pour pas que ça soit entièrement perdu, je me suis dit que j'allais en parler sur YouTube toutes les semaines, essentiellement, ou en tout cas au fur et à mesure que je regarde les films. Et notre film de cette semaine, c'est un film qui s'appelle, ou d'aujourd'hui, parce qu'il y en a deux en fait. Mais cette vidéo aussi parle d'un film qui s'appelle 20 Million Miles to Earth. C'est un film de Nathan Juran, avec des effets spéciaux de Ray Harryhausen de 1957, je crois. Et dans le cadre de cette série-là, donc pourquoi c'est bon, je cherche à savoir pourquoi c'est bon. Et parce que je regarde ces films-là, parce que j'aime ça, fait que même quand c'est un peu plate, des fois, j'essaie de trouver au moins une qualité. Et aussi, une question intéressante, quelque chose, moi, qui m'intéresse, qui rejoint mes préoccupations philosophico-sociales, si vous voulez. Et mon désir profond de guérir le monde, etc. Donc, mais fondamentalement, je parle de films de science-fiction, et le film d'aujourd'hui, je l'ai trouvé bon, j'ai aimé ça. 20 Million Miles to Earth. Qu'est-ce que ça raconte? Il y a une fusée américaine qui revient d'une expédition sur Vénus. Et elle s'écrase en Sicile. Et il y a deux survivants humains. Il y en a un qui meurt très tôt, donc il n'en reste qu'un seul, en vérité. C'est le commandant de l'expédition. Et l'expédition, elle a ramené un embryon d'une créature vénusienne, un animal, mais qui a forme plus ou moins anthropomorphe, qui s'appelle l'Ymir. Et elle s'échappe, cette créature, et elle devient de plus en plus grosse, jusqu'à atteindre la taille de... Bref, elle devient très grosse. Et l'armée essaie de la récupérer. L'armée américaine va en Sicile pour tenter de récupérer cette créature. Est-ce qu'elle va y parviendre? Il faut le regarder pour le savoir. Mais c'est un film qui est entre autres basé sur King Kong, donc il y a à prévoir que la fin est quelque peu tragique pour le triste Ymir. Bon, pourquoi c'est bon? C'est bon parce que les effets spéciaux sont de Ray Harryhausen. Et Ray Harryhausen, c'est le maître du stop motion. À une époque, son nom était très connu. Chez les amateurs de cinéma, en tout cas, certainement les amateurs de cinéma de genre. Le stop motion, c'est cette technique qui consiste à créer des statues en plasticine, essentiellement, le plus réaliste possible, et à les photographier, à les animer une image à la fois. Donc, le cinéma, c'est 24 images par seconde, traditionnellement. Donc, on prend 24 photos où la créature bouge à toutes les fois un tout petit peu, un peu plus. Et quand tu prends assez de ces photos-là, ça crée l'illusion que la créature bouge. Donc, voilà. Donc, à l'époque, avant le CGI, c'est entre autres comme ça qu'on mettait des créatures fabuleuses à l'écran. Et Ray Harryhausen, c'est le maître de cette technique-là. Il a appris du gars, j'oublie le nom encore une fois, le gars qui a animé King Kong dans le film à l'époque. Donc c'était vraiment le premier chef-d'œuvre, si on veut, du stop motion, c'est King Kong. Quoiqu'il y a probablement un ou deux films muets. Il y a The Lost World dans les films muets que j'ai pas encore vu, mais qui est supposé être très bon. Ça pour dire qu'à l'époque, on va dire moderne, là, certainement après-guerre, 50 à 70,
Ray Harryhausen, c'est le maître absolu du genre. C'est véritablement un artiste et un artisan, et il y a vraiment le souci du détail, et ça paraît. Et cette créature-là, elle est animée d'une manière... C'est ça. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Ça crée un sentiment d'émerveillement quand on regarde ça. Ça rappelle les sensations qu'on peut avoir quand on est petit. Alors, je dois admettre que quand j'étais petit, les films de Ray Harryhausen, j'aimais ça moyen, parce que souvent, quand tu... J'aimais l'animation, mais je voyais qu'il y avait un trucage, puis je n'arrivais pas à mettre le doigt sur qu'est-ce que c'était. Mais c'est drôle à dire, étant plus vieux un petit peu que 5 ans, j'ai retrouvé le visage d'enfant que je n'avais pas quand j'étais enfant. Là-dessus, ça m'émeut, ces films-là. C'est ça, c'est difficile à dire exactement pourquoi, mais il y a... C'est le souci de l'effort puis de la beauté, puis juste le fait de mettre une créature à l'écran, une créature complètement imaginaire, de la mettre à l'écran puis de lui donner un semblant de vie. Puis une autre des raisons pour lesquelles c'est bon, c'est justement que cette créature-là, elle est très attachante, en fait. Elle donne l'impression d'être un vrai animal. Un animal vénusien, puis un animal, encore une fois, qui a l'air très anthropomorphe. Là. Il y a plutôt une forme humaine, là. Mais il y a une longue queue, puis il y a des écailles, puis tout ça, mais il y a une face, puis des bras, là. Mais c'est une créature qui se comporte comme un animal, puis on le voit à partir du moment où il est très petit, puis il grandit. Puis, dans Alien aussi, on voit la créature quand elle est haute comme ça, puis quand elle grandit, mais dans Alien, elle sort du ventre d'un gars... on n'est pas attaché à la créature. On a plutôt peur de la créature dès ses premiers instants. Là-dedans, c'est pas du tout le cas. Là-dedans, c'est une créature petite et vulnérable quand elle sort de son cocon. Là. Puis, on se prend, ça, d'affection et d'attachement pour cette créature qui a été arrachée de son environnement naturel. Hein. Elle n'a pas demandé à venir sur Terre. Puis, une autre des raisons pour lesquelles le film est bon, c'est qu'il n'y a pas de méchant dans le film, en vérité. La créature, elle crée des dommages parce qu'elle se fait attaquer, un peu comme Frankenstein d'ailleurs, là, la créature de Frankenstein. Elle est dangereuse quand on l'attaque, mais a priori, elle n'est pas méchante du tout. Là. Frankenstein, il y a des nuances, mais fondamentalement, certainement la créature ici... Frankenstein, c'est une victime, le monstre de Frankenstein, c'est une victime, mais ça demeure un monstre avec de la méchanceté. Ymir, il n'y a pas une once de méchanceté. Mais, donc c'est ça. Mais il se fait attaquer, puis à un moment donné, c'est ça, il se libère, puis il crée des ravages, puis finalement, c'est ça, à la fin, je vous vends un peu la fin, mais l'armée est obligée de l'abattre. Et donc, à leur grand regret, ils font tout pour sauver la créature, mais ça marche pas. Bon. Une autre raison pour laquelle c'est bon, puis c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est que c'est un film qui est extrêmement bien construit. Puis ce que je veux dire par là, entre autres, c'est que je pense que c'est Hitchcock, ou j'oublie le nom du réalisateur, c'est peut-être Kubrick, c'est peut-être... j'oublie, un réalisateur bien connu disait que quand tu fais un film, ce que tu as besoin pour un bon film, c'est 3 séquences mémorables. Tu as 3 moments mémorables. Okay? Mettons, je parlais d'Alien il y a un instant, mais Alien, quand il sort du ventre, c'est mémorable. Okay? Quand il atterrisse sur la planète dans Alien, c'est mémorable. Puis la séquence à la fin, quand elle met son scaphandre. Là. Mais Alien, c'est bourré de trucs mémorables. Mais c'est pour dire... Puis des fois, on regarde des films plates... il n'y a pas grand-chose de mémorable. Mais c'est ça. Là. Donc... 20 Million Miles to Earth, c'est un film où il y a au moins 3 moments mémorables qui ont été clairement placés là par des artisans qui connaissent comment construire un film. Et puis donc c'est ça. Donc ici, on a donc cette séquence à la fin où le monstre est attaqué et vaincu par l'armée américaine. Il est au-dessus du Colisée. Donc, à la fin de King Kong grimpe l'Empire State Building. Ici, c'est le même principe, mais c'est le Colisée. L'armée américaine tire à plein canon sur le Colisée. Il y a des gros morceaux qui explosent.
néanmoins, c'est mémorable, ce bout-là. C'est le fun de voir la créature monter en haut, donc de cette structure bien connue. Aussi, le émir, il se bat contre un éléphant là, vers la fin. Ben, c'est cool. C'est super cool. Là. Puis l'éléphant, pourquoi il est là? Il est là parce que c'est cool de voir le monstre se battre contre un éléphant. T'as une grosse créature super forte, puis l'éléphant, puis t'as la créature extraterrestre qui là, est rendue super grosse, puis là, ils se battent comme à la lutte, là, ils rivalisent de force, là. Ça fait que ça nous montre la puissance de cette créature-là. Ben, c'est cool, ce bout-là. L'éléphant aussi est construit en stop motion. Bon, c'est ça. Fait que bon, puis un autre moment, parce que ça fait déjà quelques jours là, que j'ai regardé ce film-là, ben, un autre moment qui me revient assez souvent, justement, c'est quand la créature naît. Donc, elle est tout petite, puis là, c'est à peu près haute comme ça, puis là, elle se déplace sur le bureau là, du professeur où elle se trouve. Ça marche, ça. Bon, puis il y a d'autres moments, l'écrasement de la fusée au début, etc. Donc, le film est conçu par des gens qui savent construire un film pour créer l'émerveillement et l'excitation, pour que ça soit le fun à regarder. C'est ça. Bon. Il y a sûrement il y a d'autres affaires, là, mais la raison principale de regarder le film, là, c'est pour les effets de Harryhausen, puis pour cette créature-là, qui, chez les amateurs de genre, est relativement bien connue. En tout cas, qu'il l'était dans les années, comme je disais, 50 à 80, on va dire. Fait que c'est à peu près ça pour le film de cette semaine. Mais en ce qui concerne les qualités du film, il y en a d'autres, comme je dis, mais j'utilise cette série-là aussi pour réfléchir, comme je dis, à des questions, moi, qui m'intéressent. Puis, une grosse question pour moi, c'est ce que j'appelle la trame narrative. Et la trame narrative, c'est essentiellement les histoires qu'on se raconte. Comment est-ce que toutes les histoires qu'on se raconte à nous-mêmes comme êtres humains, encore une fois comme individu ou collectivité, toutes ces histoires-là forment un tout là, qui maintiennent l'équilibre de notre psyché, n'est-ce pas? Et puis, équilibre de la psyché, ça ne veut pas dire que c'est sain. Ça veut dire que ça tient en place. Puis, je pense que c'est un angle d'approche intéressante parce que sur la Terre, présentement, ben, ça va pas super bien, comme vous avez peut-être remarqué. Puis, il y a beaucoup de monde mélangé, il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de... on n'est peut-être pas tous d'accord sur pourquoi les choses vont pas bien, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui trouve que ça va bien. Puis moi, je pense que cette question-là de trame narrative, d'histoire qu'on se raconte, c'est une piste que moi, je ne vais pas beaucoup explorer, puis je pense qu'il est extrêmement féconde. Puis voilà, je vous le dis tout de suite, là, ce que je m'apprête à faire dans les vidéos qui suivent, c'est essentiellement explorer cette question-là. Donc, si c'est le bout que vous trouvez plate, vous pouvez sauter à la fin ou regarder la vidéo de la semaine prochaine, ou peu importe, mais je vais résumer la question de la trame narrative. Comme je dis, je réfléchis à ça. J'essaie moi-même de comprendre. Intuitivement, je sens qu'il y a quelque chose d'important là. Mais il y a plusieurs points à approfondir et à éclaircir. Sur le film d'aujourd'hui, tout ce que je vais dire sur la trame narrative, c'est que c'est pas rien qu'une histoire, en fait. C'est un réseau d'histoires mélangées ensemble qui crée une histoire globale. Donc, l'exemple que j'ai souvent en tête, c'est, la guerre des étoiles. Ben, la guerre des étoiles, qu'est-ce que ça raconte comme histoire? Ben, entre l'épisode 4, là, le premier, dans le fond, ben, ça raconte l'histoire de Luke Skywalker et ses copains vont sauver la princesse Leia. Okay, c'est ça que ça raconte, la base, là. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Okay, parce que, en fait, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de un adolescent mâle qui devient un homme. Okay? C'est comme son initiation à la vie adulte. Okay?
Donc, etc. Puis, mais c'est aussi la fameuse histoire de cette rébellion contre un empire maléfique, etc., etc. Puis, bon, puis c'est aussi l'histoire de la force. Donc, la force qui est un principe en vérité plus ou moins taoïste ou quelque chose comme ça, ou associé à des trucs que je pense que George Lucas avait pris là, chez Castaneda, entre autres. Peu importe. C'est des trucs un peu hippie New Age, mais auxquels moi, personnellement, je vous l'avoue, je crois complètement, ce genre d'affaires-là. Puis la raison pour laquelle ça a pogné, entre autres, la Guerre des Étoiles, c'est parce que ça parlait, à mon avis, de la force. Là. Le truc vraiment qui fait que c'est rentré dans la psyché, c'est ça. Puis, c'est donc dire que, bon, c'est quoi l'histoire réelle de la Guerre des Étoiles? C'est toutes ces affaires-là. Puis, puis c'est entre autres, donc, l'histoire de la découverte par un homme, par l'humanité jusqu'à un certain point, de la redécouverte d'une force cosmique transcendante, un principe spirituel transcendant. Bon. La Guerre des Étoiles, ça serait ça. Ça serait une manière de le dire. Mais il y a bien des niveaux encore où est-ce qu'on peut aller. Puis tous ces niveaux-là sont intéressants parce qu'il y en a qui sont sains, puis il y en a qui sont moins sains. Okay? Fait que c'est ça, dans 20 million Miles to Earth, tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais juste en lister quelques-uns. Puis c'est pour dire que chacun a un niveau d'intérêt. Chacun pose des questions. Okay? Donc, pareil, donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on a en partant? Bon, ben on a une fusée qui va sur Vénus puis qui revient. Une fusée de l'armée américaine. Okay. Puis elle s'écrase en Sicile. Fait que je vais commencer par ça. OK. On est en 1957, donc on est environ donc 12 ans, moins de 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ben, qu'est-ce qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale? Les Américains se sont battus contre les Italiens. Bon, à la fin, les Italiens se sont rangés, en fait, du côté des Américains, mais tout ça pour dire qu'ils étaient toujours bien en guerre pendant un bout de temps. Ils se sont entretués, là. OK? Fait qu'il y a 15 ans, ces gens-là, ils se tiraient dessus. Mais dans le film, les Américains, ils débarquent, tout le monde les aime, tout le monde les trouve cool, tout le monde les trouve fins. Puis il y a un petit gars, là, le petit gars en vérité, qui trouve cet embryon extraterrestre. Lui, il tripe sur le Texas, il a un chapeau de cow-boy, il y a des fusils de cow-boy, il aime tant ça, les émissions américaines à la télé, là, et qui aime ça. Puis il veut être riche. Puis l'armée américaine lui donne de l'argent parce qu'elle a promis d'offrir une récompense à qui trouverait le Ymir. Puis lui, le petit gars, il arrive, il l'a trouvé. Fait que oui, l'armée... Tu vois, il y a une scène où on voit là, un des militaires sortir son carnet de chèques ou son portefeuille et puis payer le petit gars. Ben, tout ça, c'est des trames narratives. Tout ça, c'est des histoires qui font partie de la trame narrative. OK, les Italiens, les Américains sont en paix. Non seulement c'est les Italiens, mais il y a un savant japonais aussi qu'on voit vers la fin. On le voit pas longtemps, mais on le voit. Bon, il n'est pas là pour rien. On était en guerre contre les Italiens. Maintenant, on est en paix. Tout le monde est ami. Sous le règne de la prospérité américaine. Ouais, ils font pleuvoir de l'argent. Puis ça inclut aussi les Japonais. Okay? On ne voit pas les Allemands. Peut-être qu'ils trouvaient que c'était juste trop évident de mettre un Allemand. Là. Mais un Italien puis un Japonais, c'est ça. Ça, c'est parfait. Donc c'est ça. La guerre est finie. Tout le monde est en paix. Tout le monde va bien. Tout le monde aime les Américains. Tout le monde est content. Ça, c'est un élément de la trame narrative. Puis, est-ce que c'était conscient ou pas? Ben ça, c'est une question intéressante. T'sais. Est-ce que c'est délibéré ou pas? Est-ce que c'est est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est idéologique? Ou est-ce que c'est... tu sais ça, est-ce que c'est une expression inconsciente de quelque chose? Est-ce que c'est un désir d'être aimé? C'est ça, quand on regarde le film, on peut se poser toutes ces questions-là, puis toutes ces questions-là sont des pistes de solutions intéressantes. Okay? Donc, c'est à peu près ça l'idée du principe de trame narrative. Donc c'est ça. Mais évidemment, comme j'ai dit, préparez-vous, je vais y revenir surabondamment. OK. Mais pour cette semaine, ça va être ça. Ça va être ça, notre exploration thématique. Le film, est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que ça vaut la peine de le voir? Oui. OK. Je parle aux amateurs de films de science-fiction. Là. OK, on est entendu. Là, c'est ça c'est le public d'un film comme ça, c'est ça. Puis bon.
Mais pour un amateur de films de science-fiction, oui, ça vaut la peine. Oui, c'est bon. C'est en noir et blanc. Faut être ouvert à ça. Si vous ne l'êtes pas, forcez-vous. Ça vaut la peine. OK? Faites comme vous voulez, là. OK? Mais non, le film en noir et blanc, en plus, c'est beau. Quand un artisan... Quand un directeur photo sait faire son boulot, puis qu'ils prennent le temps de faire leur travail, là, qu'ils ont un minimum de temps pour faire leur job, c'est super beau, la photo en noir et blanc. Puis ça aussi, c'est une des affaires... la beauté, c'est important. T'sais. Donc, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est bon? Ben, parce que c'est beau. Puis c'est beau parce que c'est en noir et blanc. Voilà. Recommandation... je vais recommander un autre film de Ray Harryhausen qui est Golden Voyage of Sinbad. Il y a 3 films de Sinbad dont les effets ont été réalisés par M. Harryhausen. En tout cas, j'ai vu sur Internet tantôt. Moi, je pensais que c'était 4, apparemment, c'est rien que 3. Bon. Le fait est que celui-là, c'en est un. Et puis, c'est celui avec Tom Baker, là, qui jouait Doctor Who. Il fait le méchant maléfique, le sorcier maléfique là-dedans. Il est pas mal bon. Puis, tout le film est bon. En plus, il y a Caroline Munro là-dedans. Caroline Munro. Puis, les monstres sont super cool. C'est le film, je crois, où il y a un combat avec la statue de Kali, là, avec les 4 bras. Tout le film est hyper cool. Puis c'est en couleur. C'est plus contemporain. La sensibilité est un peu plus contemporaine. C'est années 70. Mais ça demeure un film féerique. À tous les points de vue. Dans le sens que c'est une situation féerique. Et ça crée ce sentiment d'aventure féerique là, qu'on recherche dans ces genres de films-là. Golden Voyage of Sinbad, ça le fait. Donc, c'est tout pour cette semaine. 20 Million Miles to Earth. Pourquoi c'est bon? Parce que c'est merveilleux.